mais voilà, j'essaye d'accompagner l'entreprise dans sa transformation de pratique, de culture, de structure, d'usage de la tech au service du business. Beaucoup de transparence au final. Transparence du code, transparence des perfs, transparence de la valeur créée de chaque produit. Et ça fait que petit à petit, on s'ouvre, on connecte les produits des autres, on enrichit son système d'information grâce au savoir des autres business units. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIO Révolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer les DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à la direction générale, l'impact du no-code et le choix d'IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec AirSAS, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risques, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, AirSAS se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Écoutez, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Mathieu Grimont-Prez. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, On dit Grimont-Pré. et Grimont-Prez, pour commencer, j'étais bon. Et Mathieu qui est le CIO et CDO d'ADO. Est-ce que Mathieu, tu peux nous parler un petit peu de ta mission et de ton entreprise? Alors ADO, c'est plus connu pour le grand public sous la marque Leroy Merlin. Donc on est leader européen, mondial même, après les deux Américains, dans tout ce qui est le home improvement. Donc ça dépasse même maintenant le bricolage, mais on est quand même connu avant tout pour ça, les magasins de bricolage, mais de plus en plus, on vend des solutions pour la maison. Et on est présent dans pas mal de pays, hein, beaucoup en Europe, donc Europe du Sud, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Afrique du Sud, Amérique du Sud, une très forte présence en Russie, également en Roumanie, en Pologne. On a également des brands sur le marché B2B, donc avec Bricoman, où on sert les artisans professionnels, Bricomart en Espagne qui marche très bien, et en Italie aussi. Donc on a vraiment deux marchés. On fait 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires de manière générale, donc c'est pas mal. Et on a plus de 300 magasins de mémoire. Ok. Et donc, du coup, vous êtes le CIO CDO groupe. Voilà, moi je m'occupe donc de toute la tech au niveau du groupe et de la transformation digitale. Donc, c'est pas que le DSI, c'est pas que le CTO, mais voilà, j'essaye d'accompagner l'entreprise dans sa transformation de pratique, de culture, de structure, d'usage de la tech au service du business sur l'ensemble des métiers depuis la supply chain, l'expérience client, le web, l'intégralité de ce qu'on veut faire. Donc, du coup, une des points, une caractéristique peut-être de votre parcours, c'est que vous avez été CIO CDO d'une entité Leroy Merlin à celle du Brésil. Et après, vous êtes venu au niveau groupe. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous a aidé dans cette expérience d'abord, on va dire, nationale, pour comprendre voilà, les spécificités et avant de pouvoir aussi l'appliquer ou aider à un peu cette standardisation, homogénéisation au niveau global? Alors, ça fait partie un petit peu d'une association entre mon parcours et la culture de l'entreprise. En fait, donc j'ai fait beaucoup de réseaux, de sécu, puis j'ai remonté un peu toutes les couches, hein, de la base de données, du dev, de la gestion de projet, jusqu'à de l'architecture d'entreprise. Et donc, j'allais un peu là-bas pour coordonner la résolution des problèmes. Et puis, petit à petit, le directeur général local me demandait si je voulais pas venir plus, de manière plus conséquente, présente. Et c'est là qu'on a défini ensemble l'opportunité de transformer un petit peu cette boîte-là. L'avantage, c'est qu'on est un peu loin de la France. C'était aussi la capacité d'innover, d'avoir aussi une culture locale beaucoup plus agile, donc sur moins de peur de transformation, moins de conséquences aussi, puisque les grands
nos grosses business units comme la France ou la Russie sont quand même plus lourdes à changer. Donc on a beaucoup innové et voilà, on a pris le chemin de la transfo digitale. Donc on a vraiment pratiquement on a refait l'intégralité du système d'information, mais avec des méthodes plus modernes, sur des technos plus modernes. Et c'est comme ça que cette boîte s'est transformée. Et donc, en 2018, ben, forte de la transformation de cette business unit, j'ai envie de dire successful, ben, en gros, le COMEX m'a demandé de venir le faire, mais à l'échelle du groupe. Ok. Et aujourd'hui, là, par rapport à une expérience, on va dire, voilà, où vous êtes un peu plus loin du groupe, avec peut-être une agilité aussi de décision qui était celle, voilà, d'une entité extérieure. Est-ce que, euh, est-ce que par rapport aujourd'hui au groupe, c'est différent? Est-ce que votre expérience nationale vous permet de mieux comprendre les problématiques qu'eux, ils ont un peu partout dans les pays, donc du coup aussi d'être peut-être plus dans l'empathie, dans la proposition que vous faites ou même dans la méthode que vous leur proposez pour travailler ensemble? Ouais, c'est indéniable que être passé par là légitimise aussi le discours quand on a un discours de groupe. Les challenges sont totalement différents. En fait, l'un alimente l'autre, mais la complexité de le faire à l'échelle d'un groupe et de multiples entreprises, c'est vraiment exponentiel par rapport à le faire à l'échelle nationale, puisque toutes les décisions qu'on peut prendre ont un impact indirect. En fait, quand on est dans une business unit, qu'on est le DSI, qu'on pilote, je sais pas moi, la refonte d'un site web, bah, on voit les développeurs tous les jours. Donc, si ça prend pas le chemin qu'on veut, s'il y a quelqu'un qui a une innovation qu'on veut tester, on peut tout de suite approuver. Tout va très très vite dans la capacité de prendre des décisions, des risques et de tester. Quand on le fait à l'échelle d'un groupe, il y a toujours une latence énorme, puisqu'il faut que ce soit compris par le manager qui va l'implanter dans son pays. Donc, on est beaucoup, beaucoup plus sur des aspects de culture, en fait, de systémique, j'ai envie de dire, l'organisation de notre structure organisationnelle et l'organisation de notre culture. Et donc, quand on parle de changement de culture, ça prend toujours du temps, parce que ça se fait au rythme des hommes. Et donc voilà, il faut savoir un petit peu anticiper les peurs, anticiper ce qui pourra freiner ce changement culturel ou structurel. On peut par exemple parler des ressources humaines, quel niveau de stratégique workforce planning je mets en place dans chaque pays pour que je puisse avoir le bon niveau de développeur pour développer des produits digitaux localement, si ça vaut le coup. Comment je fais un assessment des skills dans chaque pays pour savoir si le gap est franchissable ou pas pour intégrer une plateforme globale. Donc voilà, c'est à une autre échelle. Vraiment, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut dire que vous devez animer en fait une communauté de DSI et de managers SI? Et donc du coup, dans ce mot d'animation et aussi de communauté, c'est voilà, c'est par le leadership, mais par aussi la construction d'une vision commune et une envie d'avancer ensemble et que du coup, ben, puisqu'il y a quand même une culture, de ce que j'ai compris, où chacun aussi peut faire aussi un peu sa vie et c'est la culture comme ça que le groupe s'est formé, mais c'est aussi de créer aussi une envie commune d'avoir des solutions communes et d'avancer ensemble. Oui, c'est exactement ça. En fait, ça se travaille d'abord par le sens. Pourquoi on fait les choses? Ensuite, quand on est tous d'accord sur le sens, ce qu'on cherche à atteindre, ce qu'on veut délivrer comme expérience pour le client final, pour les habitants du monde, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Euh, Après, on a beaucoup de discussions avec tous les DSI et la communauté des DSI sur la méthode. On n'est plus sur l'objectif parce que là, on est vraiment tous d'accord. Mais quelle méthode? Quelle est la méthode la plus rapide? Est-ce que c'est forcément la plus structurée? Ben, pas toujours. Quand on veut vraiment structurer les choses à une échelle industrielle pour être scalable, ben, ça prend des fois un peu plus de temps. Et c'est vrai qu'une petite business unit qui fait 500 000 visites mensuelles sur son site n'a pas les mêmes problématiques que Laurent Merlin France qui en fait des dizaines de millions. Donc forcément, ça demande un peu de souplesse. Ça sert à rien de tout centraliser et d'être ultra rigide parce que ça marche pas. Mais tout décentraliser, ça marche pas non plus parce que ben, les gens ils n'arrivent pas à fournir l'expérience digitale adéquate dans toutes les parties du monde.
de par le manque de skills, tout simplement, hein. Aujourd'hui, pour faire une très bonne expérience digitale, être reconnu, bah, il faut beaucoup de skills. Faut des gens sur à peu près, enfin, des gens très bons sur tous les domaines. Du search, de la publication, du front-end, du back-end, de la perf, du cloud, etc. Et on voit bien que ben, quand on est en Afrique du Sud et qu'on est une BU, une business unit naissante, c'est pas évident de tout de suite arriver à un niveau d'excellence sur ces expériences digitales. Donc on est obligé de trouver ce qu'on a envie de faire en commun, ce qu'on a envie de faire en global, ce qu'on lâche typiquement. Ben, moi, par exemple, une des décisions qu'on a prises dès qu'on est arrivé, enfin dès que je suis arrivé, c'est de globaliser toute l'expérience cloud de delivery, le CI/CD, la data. Voilà, et on a arrêté voilà, les storage locaux, les clouders locaux et compagnie. Voilà, il n'y a que du global là-dessus. Comme ça, on a une vraie chaîne de dev global. On a mis en place des cultures comme l'open source interne qu'on appelle l'inner source pour que tout le monde puisse voir les produits développés par les autres. Alors qu'avant, il y avait des difficultés de communication même pour savoir qui faisait quoi à l'échelle d'un groupe mondial. Donc, on a l'inner source, on voit le code de tout le monde, tout est autour de beaucoup de transparence au final. Transparence du code, transparence des perfs, transparence de la valeur créée de chaque produit. Et ça fait que ben, petit à petit, on s'ouvre, on connecte les produits des autres, on enrichit son système d'information grâce au savoir des autres business units et on crée une sorte d'agilité mondiale. Mais pour ça, faut beaucoup l'expliquer parce que ça veut dire que chaque DSI dans chaque business unit bah, perd un petit peu de son pouvoir, perd un petit peu de sa capacité de décider seul. Et ça, faut le Expliquer. faire comprendre. Ouais. Et c'est intéressant sur, voilà, sur l'opposition centralisation-décentralisation. Ça revient à des phénomènes qu'on a connus dans le mode du code avec le côté cathédrale et le côté bazar, hein, avec Linsterval. Est-ce qu'au niveau des organisations et donc du coup de cet organisme vivant, on peut voir un peu un repo Git avec un responsable qui contrôle le collectif et dit voilà, ça c'est à nous ensemble et tu peux l'utiliser comme tu peux ne pas l'utiliser. Mais qu'en même temps, les autres personnes, s'ils veulent l'utiliser, il faut quand même qu'ils l'utilisent de plus en plus parce que s'ils vont trop loin, ils ne pourront pas revenir. Et en fait, cette relation-là entre du coup décision dictatoriale, dirons-nous, et collectif où tout le monde peut forquer, faire des choses différentes. Et est-ce que voilà, il y a une dynamique un peu identique ou similaire? Oui, oui, ça marche un peu comme ça. Donc, comment on est organisé? Tout d'abord, en partant de très haut, l'architecture d'entreprise est globalisée. Donc, en fait, les building blocks sont définis et ne sont pas négociables. Comme ça, les périmètres des produits que l'on cherche à développer sont fixés. Ensuite, les repos sont publics, donc ils sont définis par type de plateforme. Donc on en a pour du customer and commerce, de la supply chain, les offres, le B2B, etc. Tout ça, ce sont des plateformes digitales cohérentes entre elles, donc elles sont en capacité de fournir un service ou global ou en microservices à l'intérieur de chacune d'entre elles. Donc certaines plateformes sont composées de dizaines et dizaines de produits digitaux. Et chaque produit digital, pardon, a un responsable, donc responsable de code. Donc, au final, ce qui se passe, c'est que soit il y a un produit concurrent en interne qui fait mieux le job, et à la fin, bah, c'est lui qui remporte la mise. Soit j'ai besoin de rajouter quelques lignes sur un produit pour un développement local parce qu'il me manque une donnée pour une API ou quelque chose comme ça. Bah, je fais la pull request et puis le patron du produit en question approuve ou pas en fonction. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est pas absolument dictatorial, mais voilà, il y a des périmètres définis au niveau de l'architecture et en, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise très fortement le reuse. Donc par des incentives financiers tout simplement. Donc si tu veux forquer ou si tu veux concurrencer un produit qui existe déjà, soit tu le fais en démontrant la valeur et à ce moment-là, il se substitue à l'existant, soit tu veux le faire vraiment, mais tu vas finir par payer le produit deux fois, puisque tu vas payer quand même le produit commun. Donc au Ouais, avec final, ta cote-part, bien sûr. voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est les financiers qui reviennent derrière et disent, bon,
as vraiment envie de faire un autre produit, là, il faut que tu m'excuses parce qu'on va le payer quand même assez cher. Oui, Donc il y a vraiment une tendance à aller vers le commun. Et puis, encore une fois, beaucoup de transparence ça clôt beaucoup de débats. En fait, quand on voit, voilà, je sais pas, on mesure la productivité d'un produit avec le nombre de releases qu'on peut faire par semaine, le nombre de commits qu'on fait par semaine sur ce produit, bah, c'est simple, hein, s'il y a un produit avec une équipe de 20 mecs qui commit une cinquantaine de fois par semaine, l'autre de l'autre côté, il va avoir du mal à arriver à ce niveau-là. Donc c'est assez rare finalement qu'on ait vraiment de la concurrence. ok. Non, mais C'est très c'est clair. plutôt, c'est arrivé dans le passé sur certaines briques fondamentales comme le design system ou des choses comme ça, parce qu'il y a des business suites qui avaient déjà bien avancé et ça les fait un peu se fait de revenir en arrière sur un produit commun. Mais ça se fait, moi je suis assez flexible sur ça. L'idée c'est de le faire au fil du temps. Tant qu'on n'a pas d'urgence, je ne force pas non plus les gens à rentrer sur du commun si ce n'est pas absolument nécessaire. L'idée c'est de le faire de manière opportuniste et que ça crée de la valeur à chaque fois. Ok, très clair. Et aujourd'hui, c'est combien de DSI dans la communauté Laura? En fait, on en a un par business unit, plus des patrons de plateforme qui sont au même niveau. Ça va faire une grosse trentaine, hein, peut-être même un peu plus. Ok, donc là, il y a une équipe de 30 personnes qui convergent plus ou moins vers les mêmes solutions, même stack, et qui Oui, collaborent oui, pour créer de nouvelles choses. Ok, oui, super intéressant. il y a plus de 2000 personnes globalement dans le monde qui travaillent sur de l'IT chez nous, hein. Ouais, Très large parce qu'on peut vraiment parler de tout, que ce soit du portail fournisseur, de la branche service, la branche B2B, tout ce qui est dépannage. Enfin, il y en a il y a vraiment des gens de la tech dans pratiquement tout. De la workplace, de la finance. Enfin, aujourd'hui, l'idée de l'organisation, c'était vraiment de faire comprendre qu'il n'y a plus aucun métier qui se fait sans de la tech. Donc, on a créé des plateformes ou des squads pour les plus petites entités à côté de chaque business. Donc, chaque business a son équipe tech dédiée et est en capacité d'avancer. Moi, je voulais vraiment casser le principe de la DSI fonction support qui sert tour à tour les métiers. C'est pas assez agile, c'est pas donc assez rapide. chaque BU, chaque entité a une équipe tech à elle, Ouais. et cette Chaque équipe, fonction business. chaque fonction business a une Ouais. équipe tech. Ok. Et ça, et donc ces équipes-là dépendent du DSI. Alors, ça dépend. Soit elles dépendent des plateformes mondiales, Ok. quand il s'agit des plateformes communes qui s'appliquent à tout le monde, comme notre nouvelle plateforme d'e-commerce. Soit elles dépendent du DSI local si le sujet c'est l'encaissement local, la fiscalité locale, Ok. ouvrir un entrepôt au Brésil, ça sert à rien de le piloter depuis la France, quoi. Donc, Ok. Donc ça a permis de casser les silos et la vision, même la culture de la SI, elle est centralisée, c'est un service support. Là, c'est proche des gens qui ont les problèmes, ils voient la valeur, et donc du coup, ils valorisent aussi beaucoup plus l'IT en termes de service, quoi. oui, et puis en fait, c'est un peu obligatoire parce que c'est le seul moyen. Créer des cycles agiles, ça se fait la confiance se crée pas au premier cycle agile. Elle se crée. Il en faut, ça dépend des personnes, mais il en faut au moins deux ou trois ou quatre avant voilà, que le business comprenne que s'il ne demande pas ce trimestre-là, il sera servi le trimestre d'après parce que les équipes seront encore là. Donc c'est un principe nouveau pour le métier, parce que les métiers étaient habitués à des cycles d'investissement IT annuels, avec, ben voilà, je fais ma lettre au Père Noël parce que je sais que j'ai ma fenêtre de tir avec l'IT cette année et je l'aurais pu avant un an ou deux, donc je remplis le sac le plus possible de features que j'ai envie. Et ça crée plein de problèmes. Donc, avoir des équipes dédiées à des métiers, des équipes tech dédiées à certains métiers comme la supply chain, ben, ça fait que toute la communauté des patrons de supply chain dans le monde sait qu'elle a un bon paquet de tech pour eux tout le temps et à dispo. Et donc, définit les priorités, ce qu'il faut développer pour ce métier-là. Ça agilise énormément l'entreprise. Ça l'agilise et ça détend certaines frustrations ou incompréhensions liées à des processus un peu plus longs.
Ouais. Mais de toute historique. façon, à mon sens, c'est le sens de l'histoire des DSI. Aujourd'hui, on est arrivé dans une période où vraiment il n'y a plus rien qui se fait sans la tech. Absolument aucun métier se fait sans la tech. Donc, soit on considère que tous les métiers sont tech et la tech est dans tous les métiers, soit on va vraiment vite galérer, en fait. Ou alors on a une stratégie une stratégie de prendre ce qu'il y a sur le marché. Je veux dire, après, nous, on fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Parce qu'on est, déjà parce qu'on peut le faire financièrement. Ensuite, parce que ça fait du sens dans notre expérience, dans nos process métiers. On a, on a beaucoup customisé des solutions du marché. Au final, on s'est très souvent détaché ou détourné d'un d'un SaaS ou pire d'un logiciel dans le temps parce que voilà, nos process rentraient plus dedans ou petit à petit on avait d'autres idées qui n'étaient pas couvertes par le soft. Et ça, aujourd'hui, ben, quand on veut être agile, quand on veut être rapide, quand on veut inventer des trucs, c'est quand même mieux d'avoir ses codes sources et de faire ses choix. Sinon, voilà, sinon on customise et puis après on rentre dans des problématiques de support, etc. Donc, je dis pas qu'on fait tout. On a vraiment un framework de développement, un framework de make or buy pour choisir si on va chercher en SaaS ou le faire nous-mêmes. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on se rend compte que le faire nous-mêmes, c'est plutôt cool, hein. Et donc il y a plusieurs choses que vous avez dit et où j'aimerais bien revenir. J'aimerais bien connaître un peu ce framework comme Ecorby qui a l'air intéressant, hein, parce que du coup, c'est une vraie question parce que vous avez la capacité de faire. Donc, il faut quand même se poser la question à chaque fois de dire, attends, est-ce qu'on n'y va pas un peu trop vite parce qu'on a la possibilité, on a l'envie, on sait faire, etc. Mais le premier point, en fait, c'est une certaine forme d'évidence, hein, qui, malgré tout, n'est pas encore partagée dans tous les cas dans les actes. L'évidence que toutes les entreprises vont avoir un cœur de modèle tech. Ça, aujourd'hui, moi, je rencontre plein de DG ou autres, ou même des DSI, où en fait, ils ne considèrent pas que la tech va faire partie du cœur de modèle. Des fois, ils vont dire, oui, il faut qu'on passe d'une fonction support à des partenaires, c'est déjà un premier point, mais le côté de dire, toutes les entreprises, même le côté menuisier, même le côté n'importe quel type pour une entreprise, je vais avoir une révolution tech au cœur de son modèle. Ça, c'est pas encore partagé. C'est comme si c'était encore un gap un peu plus loin. Ben, voilà, j'aimerais bien avoir un peu votre vision là-dessus. Et voilà, à quel horizon, comment ça peut se passer? Bah, en fait, ça se passe depuis toujours, c'est juste qu'on n'osait pas le dire de cette manière-là. Depuis toujours, les personnes de la supply chain s'outillent, ils utilisaient ce terme-là, s'outillent d'outils informatiques pour faire leur boulot, mais ça fait quand même très longtemps qu'on ne remplit pas un entrepôt avec un carnet et un crayon pour savoir où on a mis les trucs. Donc, je pense que de plus en plus, ce qui arrive, c'est qu'on se substitue à des gestes métiers de manière ouais, de plus en plus technologique. En supply chain, c'est très vrai. On bosse sur beaucoup de choses avec de l'IA pour, voilà, pour automatiser des commandes, pour automatiser du forecasting, pour faire de la prévision sur les surfaces d'entrepôt, pour la prévision de rupture, prévision de saisonnalité, etc. Enfin, on fait de la prévision de partout et, euh, et ça aide le métier de plus en plus, mais ça l'aide, j'ai envie de dire, c'est aussi parce que c'est de moins en moins gérable humainement. Il y a quelque temps, on avait 30 000 références à vendre dans nos magasins, ce qui était déjà beaucoup pour un magasin. Bon, bah maintenant, on a plus de 500 000, quoi. Donc, et ça va continuer. Donc, à ce niveau-là, c'est plus gérable sans une assistance artificielle enfin, ou digitale. Donc, je pense que le métier se rend compte que voilà, ça lui fait gagner. Est-ce que, est-ce que derrière, on se dit, bon, bah, en fait, finalement, c'est la tech qui fait mon métier. Je pense pas qu'ils vont jusque-là, parce que ben, personne ne va vouloir se dire qu'à un moment, je ne sers plus à rien et c'est un ordinateur qui pense mieux que moi. En plus, je pense que c'est pas vrai, parce que même les modèles ML, etc., des fois, ils racontent un petit peu n'importe quoi. Il faut toujours les mettre à la lumière du métier, de l'objectif d'expérience utilisateur que l'on veut avoir. Donc, le métier a toujours une nouvelle forme de travail avec la tech, mais c'est indéniable que voilà, la tech est là pour un bon moment, pour les aider à progresser, à prendre des décisions.
et à scaler, quoi, tout simplement. Donc Ok. c'est pour moi, est-ce que demain, par contre, on va tous se trouver éditeurs à vendre des solutions tech? Non, Ça, c'est pas certain. non. Mais par Mais contre, la tech fera partie de votre quotidien parce que pour mieux faire son ouais, travail, pour le faire de manière dans de ouais, bonnes ouais. conditions, etc. Mais aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est le cas depuis un bon moment. Au final, hein. Vous enlevez la tech d'un magasin et il ferme les portes, hein. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, avec le nombre de flux clients qui passent dans nos magasins, c'est pas avec un PIN-pad qu'on pourra s'en sortir, hein. Donc ouais, c'est évident que la tech, elle est partout et elle est même, elle traverse les murs du magasin. Le magasin est juste une entité de connexion avec le client, mais il y a énormément de choses qui se passent en ligne avant. Et voilà, donc il y a de la tech vraiment partout dans le parcours. Ok. Et sur le framework Make or Buy, Mhm. comment il fonctionne? Comment vous résistez à la façon de ne pas faire du coup? Ah, Si- ouais, il y a plein de composantes. Alors, je les ai pas toutes en tête, mais on a essayé d'ailleurs, on a essayé de le simplifier, mais quelques points cruciaux. Un, la propriété des datas. Qu'est-ce qui va se passer avec les datas si on utilise un SaaS? C'est la première chose enfin, la première question qu'on se Donc, pose. ils sont prêts. Euh, Ok, vous voulez être propriétaire, hein, ils ont la capacité de l'utiliser de manière anonyme. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est quoi les points Oui, de. c'est tout ça. C'est tout ça. C'est évidemment propriétaire, évidemment pas d'usage annexe, réversibilité, anonymat, sécurité. Enfin, voilà, la data, c'est le premier truc. Le second, c'est qu'est-ce qui justifie qu'on n'utilise pas le SaaS? Donc, c'est est-ce que tu as, montre-moi les processus métiers, les tes idées, tes innovations qui ne sont pas couvertes par le SaaS. Et c'est, pour moi, on doit développer quand on est arrivé au bout d'une solution du marché. Quand on a plus, quand elle est limitante par rapport à une innovation métier, business qu'on veut avoir. Euh, et, euh, et voilà, moi j'en ai fait l'expérience sur les plateformes web. Euh, je crois qu'on a testé au moins 3 frameworks connus de plateformes web. Puis je crois qu'on les a fini par les tordre dans tous les sens parce que notre métier est vraiment très différent. Ce qu'on vend, c'est pas des fringues, c'est pas quelques SKU avec des variantes de taille. Je dis pas que c'est facile de vendre des fringues, hein, ils ont chacun leurs problématiques, mais nous, on vend aussi bien des cuisines que des vis et des boulons, que des fenêtres sur mesure, que de la chaîne au mètre linéaire, que des découpes de bois au mètre carré. Enfin voilà, donc il y a des trucs dans tous les sens. Et on n'a jamais réussi à trouver un framework d'e-commerce qui savait prendre ça. Alors vous C'est le cumulez taf, à quoi. ça vous cumulez à ça le fait d'avoir un vendeur qui prend la main sur votre panier, donc avoir des systèmes où les paniers sont multipropriétaires. Bah, il n'y a aucun système e-commerce aujourd'hui qui fait ça. Donc, parce que ça n'a pas été designé pour ça. Donc, du coup, on les customise dans tous les sens, ce qui fait qu'à la fin, on dit, OK, bon, en fait, à force de customiser, on va le faire, quoi. Donc, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire voilà, nos front-end, enfin, toutes nos technos de micro-front-end, de tunnels, voilà. Mais il y a d'autres outils. Voilà, on bosse par exemple sur la marketplace. Aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on fait, Miracle, ça nous va. On n'a pas encore d'idée, j'ai envie de dire, et de blocage. Peut-être que ça viendra, mais avec cet outil-là, parce que ben voilà, on l'a lancé il y a un an, enfin un peu plus au Brésil, mais et pour l'instant, pour ce qu'on en fait, ça nous va. On a d'autres chats à fouetter, mais je doute pas qu'un jour, bon, c'est ouvert, hein, on a déjà eu des discussions plusieurs fois avec Miracle, mais le principe est toujours le même. Si on est limité, on va aller plus vite. On bosse beaucoup, par exemple, avec Google, évidemment, avec GCP, on fait plein de trucs. Mais récemment, bah, il y avait une de leurs API, nos data scientists en ont fait une meilleure, donc du coup, on a arrêté d'utiliser. Mais, et sur d'autres sujets, ils nous font des super API qui marchent super bien et on n'a aucune envie de les refaire. Donc, c'est presque du cas par cas, mais c'est sur ces deux trucs-là. Est-ce que mes datas vont enrichir d'autres personnes que moi? Et est-ce que j'en ai toujours le contrôle total?
et est-ce que j'ai un process métier qui vaut le coup de faire un custom. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça sur lequel. OK. OK et aujourd'hui au niveau donc la direction générale, heu, elle a pas une vision, purement, financière, donc du coup des coûts de l'IT, mais elle comprend l'impact de l'IT sur la valeur métier, la valeur commerciale. Est-ce que c'est parce que c'est historique culturellement parlant? Ou est-ce que, ça a été un processus qui s'est mis en place parce que les expériences ont fait que? Non, ça s'est construit au fil du temps. Ça s'est construit sur des douleurs souvent. C'est-à-dire, quand, il y a plus de système d'information, comme quand je suis allé en 2011, au Brésil, et bah, qu'il y a plus rien qui marche, là, tout de suite, on voit la valeur du système d'info. Parce qu'il y a les magasins fermés et on compte la perte de chiffre d'affaires à la minute, donc là, forcément, ça valorise très vite, l'intérêt d'avoir un système stable. Et j'ai envie de dire, ça a été comme ça s'est construit. Ce qui a été un peu plus difficile, c'est la compréhension des cycles agiles et des cycles budgétaires par rapport à l'agilité. Ça, c'est toujours un peu compliqué parce que donner une enveloppe à une team sans travailler forcément un ROI, parce qu'avant, bah, alors les projets, on travaillait des gros ROI. On dit voilà, je vais faire tel gros projet de transport management, ça va me prendre un an, ça va me faire tel ROI. Je verrai ça dans 18 mois quand j'aurai fini le projet. Bon, voilà, c'était des cycles très longs. Forcément, quand on transforme la boîte en orientation product management, bah, l'organisation financière doit aller avec. Donc, on doit donner une enveloppe de développement à un team qui va décider de ce qu'il veut faire. Mais donc, forcément, on les laisse mettre de développer les features à la vitesse qu'ils veulent, dans la priorisation qu'ils veulent, ce qui enlève un peu le côté ROI global qu'on avait l'habitude dans des trucs type comité d'investissement, etc. Donc, tout ça a pas mal changé. Et puis bah là, nous, on a une grande aide, hein. Le Covid, c'est aussi, ça a entériné définitivement, j'ai envie de dire, la nécessité de la démonstration de valeur des systèmes d'info, puisque ben, là, on a eu une explosion du web, on a eu une explosion des nécessités de delivery parce que nos magasins étaient fermés. Donc, on était déjà de toute façon dans un train transformationnel, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est juste un catalyseur énorme qui nous a permis d'enfoncer le clou sur plein d'autres aspects qui étaient déjà dans les cartons, mais qu'on prenait peut-être un peu trop le temps de faire, parce que bah, voilà, toujours concurrence de priorité. Et là, bah, vous fermez tous les magasins, forcément, la supply chain, le delivery, le B2C du web a droit à beaucoup d'accélérateurs. Et, euh, et donc, on s'en est bien sorti. Donc aujourd'hui, il y a vraiment plus de sujet sur il faut valoriser ce qu'on fait. C'est notre sujet, et je pense que c'est le sujet de tout le monde digital aujourd'hui, c'est les talents, quoi. C'est l'acquisition de talents. Il ne reste plus que ça comme guerre qui va être. Enfin, je pense que ça a toujours été la mère des guerres, mais ça restera celle-là la plus difficile. Comment trouver des bons, comment expliquer le projet, comment favoriser leur intégration, comment faire en sorte qu'on soit vite tous effectifs, fonctionnels. Ça, c'est très difficile et pour le coup, on se bat avec tout le monde parce que bah, un bon data scientist, un bon développeur, il peut bosser chez Google, chez nous, chez n'importe quelle boîte, tout simplement. Donc ça, c'est là le vrai défi. De quasiment n'importe où? Bah ouais. Clairement. Et Oui, sur en la plus. partie, juste, avant de revenir sur les talents, qui est super intéressant et juste pour être sûr de comprendre au niveau de donc du coup on fait plus des projets, on fait des produits et la façon dont on dit, ben, on fait plus c'est plus des budgets par projet, c'est des budgets par team et c'est elles qui priorisent les projets par rapport à par rapport aux objectifs qu'elles ont et ça, par contre, c'est donc l'entreprise a des objectifs, elle donne des objectifs à des équipes ou les équipes même proposent des objectifs par rapport à ce qu'elles voient sur le terrain et on va donner des budgets à chacune de ces équipes-là qui, elles, vont prioriser les projets qu'elles vont exécuter. OK. Ouais. Sur cette partie-là, je comprends. Juste la partie, la nuance, c'est le coût, la différence entre les coûts de CAPEX et d'OPEX, qui sont que comment, en fait, dans une multiplication de projets et les OPEX pouvant augmenter,
de plus en plus, comment l'équipe en fait arrive à se projeter sur une équation financière un peu plus long terme en disant ben, si je fais tous ces projets-là, ben, les coûts d'OPEX, je pourrais parce que le budget, est-ce que c'est un budget CAPEX, OPEX pour l'ensemble des projets sur quel horizon de temps? Enfin, voilà, comment on gère ce point? Moi, j'ai pris. Alors, déjà, on fait pratiquement plus que de l'OPEX. Ok, Parce que de toute façon, le trend du monde digital, qu'on utilise des services managés, qu'on utilise de la conso c'est GCP, l'OPEX. etc., c'est de l'OPEX. Donc, ça devient très compliqué de mixer du CAPEX et de l'OPEX. Donc, on est beaucoup sur de l'OPEX. Nos devs, c'est de l'OPEX, etc. Donc, c'est plus très facile de gérer des CAPEX Ok, avec une vision long terme quand on a des cycles agiles. Donc, nous, on a pris l'idée de fonctionner par OKR. Donc, on a des ouais, OKR globaux qui donnent un peu des guidelines générales sur ce qu'on cherche à atteindre d'un point de vue résultat client final. Ensuite, ça tombe, j'ai envie de dire, sur chacune des plateformes avec elle qui décline ça produit à produit. Donc, qu'est-ce que moi, dans le produit de publication ou dans le tunnel de commande, à quel OKR je réponds et qu'est-ce que je vais faire pour contribuer à cet OKR-là. Et eux-mêmes font des OKR par domaine, puis par produit, revus de manière trimestrielle. Et derrière, en fait, on a des enveloppes pareilles. Donc, on a une enveloppe globale annuelle pour une plateforme qui va la distribuer comme bon lui semble, j'ai envie de dire, sur ses domaines et sur ses produits. Donc, si on a un produit qui a 7 devs, mais qui, à la fin, avance pas dans ses OKR ou n'a plus suffisamment d'idées, ben, ces 7 devs, enfin, son budget va être de plus en plus réduit au point où ces devs iront faire du dev ailleurs, quoi. Donc, dans un autre produit, parce que ben, il n'y a plus que de la maintenance et qu'il a besoin que de quelques devs et qu'il ne soit pas dans une phase de croissance forte de son produit. Mais ok, l'idée, c'est de fonctionner sur enveloppe fixe et moi, je capte l'investissement général d'ADO dans le digital par rapport à, par ok. rapport à la croissance de l'entreprise. Et alors, deux choses, juste pour être sûr de comprendre. Donc, OK, que de l'OPEX. Et quand je fais un projet donc, où j'utilise des services externes, cet OPEX-là, il va être, il peut durer des années comme un an. Comment juste vous gérez, comment vous visualisez le fait que le montant, il va être en continu d'année en année. Enfin, je vous ai donné 200 000 euros pour ces 5 projets-là. Et en fait, c'est 200 000 euros d'OPEX. Mais en fait, l'OPEX, jusqu'à quand, quoi? Est-ce que c'est… Ben, en fait, nous, les produits déjà font le build et le run. Donc, de toute façon, OK. ils emportent ensemble le build et le run. Donc, jusqu'à quand? Je dirais jusqu'à ce que mort s'en suive. Si le produit. OK, donc c'est des OPEX. Chaque budget, ce sont des OPEX qui s'accumulent. Ouais, bah, de toute façon, on OK. se considère de toute façon que c'est pas des projets, donc ils n'ont pas de fin. OK, C'est des OK. produits. Un produit que je mets, par exemple, pour faire, je sais pas, un master data client, c'est pas parce que je fais un produit et qu'il va jamais vraiment être fini. Il va Bien peut-être sûr. avoir moins de dev, mais il sera jamais fini. Donc, il y aura toujours besoin de maintenance. Comme l'équipe qui le construit et celle qui le run, bah, peut-être qu'à un moment, je sais pas, dans 5 ans, ils vont me dire, bah, écoute, en fait, cette techno, maintenant, elle commence à être limitante, il faut on veut la changer, bah, écoute, change-la. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme on définit dans chaque cycle d'Agile une partie pour la maintenance, une partie pour la qualité de code, etc., du temps de l'équipe, bah, certaines équipes, elles décident de flinguer leur propre produit, hein, ou de le restructurer avec d'autres codes. Il y en a qui changent de framework de front, etc. Bah, ils font ça sur leur temps et leur budget de produit. C'est eux qui OK. décident ensemble, en fait, quand à un moment, le produit doit bouger. Moi, je voulais vraiment essayer de sortir du cycle d'Annecy, en fait. Parce que j'ai trop vu voilà, des projets type gros ERP. Donc, on fait un méga investissement en CAPEX avec plein de builds pendant 2 ou 3 ans. Puis après, le truc, il se met en mode run. Sauf qu'en fait, c'est un faux run. C'est un run dans lequel on fait plein de customisation, tout ça. On n'est plus du tout en projet, donc c'est un peu en shadow. Et puis on se réveille 5 ans, 10 ans après avec un truc qui est full customisé, qui pète de partout. Et là, on se dit, ah bah ça, il faut que je refasse un méga gros projet. Ouais, mais en fait, on fait des avancées en dents de scie, on n'est pas du tout agile. Et en plus, on prend des risques énormes sur la vision de ce que ce produit pourrait faire pour nous dans les 10 prochaines années. Voilà, je pense qu'on n'est plus dans ces modes-là, on n'est plus dans ces systèmes-là Ouais, maintenant. clairement.
Ok, on choisit. Et sur les SaaS, c'est pareil, hein. Si on prend des SaaS à contrat relativement court, comme ça, on sait que si on veut continuer, on peut continuer. Si on veut s'arrêter, on s'arrête. ok, très clair. Et donc, du coup, après, c'était sur la partie donc, produit et ensuite réallocation. Donc, les personnes sont responsables de leurs produits et en fonction de ce qu'il y a, peuvent changer de produit, changer d'équipe. Est-ce qu'ils peuvent changer aussi d'équipe, hein? Les personnes, Ouais, bah, ça se gère, ouais, évidemment. ok. On fait des reviews annuelles, on travaille les parcours des collabs. Ok. Si un collab qui veut. C'est pas freestyle, quoi. On va pas dévoiler une équipe parce que, je sais pas, parce que les mecs, ils ont plus envie de bosser sur ce produit-là. Mais évidemment qu'on crée des parcours pour les développeurs, pour les data scientists. S'il y a un mec qui a envie de passer du customer à la supply, bon, il peut, évidemment. Ok. Et après, Ça se travaille. et avant d'arriver au talent, le dernier point, c'était, je m'en souviens, c'était la partie, donc le coût total de l'IT, c'est lié au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, du coup, un peu enfin, ou en gros, la dépense totale, voilà, elle a certains indicateurs. J'imagine qu'avec la taille de l'entreprise, la croissance, etc., ça doit pas être facilement benchmarkable en disant, ben, attends, on ressemble à eux et ils utilisent comment vous arrivez à définir, hein, avec la communauté, le DG la direction, hein, le bon indicateur de dépense IT? C'est une très bonne question. Moi, pendant très longtemps, je me suis battu contre l'indicateur du pourcentage de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, on avait énormément voilà, de boîtes, de cabinets de consulting qui nous disaient, voilà, dans le retail, il faut que ce soit 1,5 du chiffre d'affaires. Ouais, en fait, c'est super dangereux ce truc-là. Parce que moi, je peux faire une IT à 1,5. Je fais plus aucun dev, je sers tout, et puis pendant 3 ans, je tiens 1,5, mais en fait, à la fin, ça va me péter à la figure, et puis c'est tout ce qui va arriver. Est-ce que après, c'est 5%? Ben non, je pense que ça commence à faire vraiment gros. Donc, c'est une discussion, c'est vraiment une discussion. Il n'y a pas de bon chiffre, à mon sens, c'est quelles ambitions on a, quelle conscience on a de ce partenariat avec le business. Parce que c'est pareil, ça sert à rien d'enquiller des stars de développement si en face, il n'y a pas de métier et que les mecs, ils ont pas d'idée business, ben, ils vont vite se tourner les pouces et puis ben, les stars du dev, ils vont se barrer. Donc c'est vraiment une adéquation. Et moi, je vois ça comme voilà, une réallocation. J'ai une enveloppe globale, je vois que ça performe. Si jamais ça performe très bien et qu'on délivre encore mieux, bah, j'aurais pas de souci à aller demander plus d'argent et je crois qu'on n'aura pas de souci à m'en donner tant que ça délivre. Le grand problème, c'est si ça délivre pas. Je veux dire, nos general managers ils vivent dans la même société que nous. Ils comprennent bien que voilà, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. J'aurais évidemment jamais le budget d'Amazon, mais, mais voilà, ils le savent, ils attendent pas non plus que je fasse exactement comme Amazon. Donc, ils sont conscients de ça. On a vraiment fait tout un travail depuis pas mal d'années sur la conscientisation de la valeur tech, aussi bien dans notre capacité à le construire, de ce qu'elle peut créer comme valeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas de problème d'investissement. On fait attention à nos sous parce qu'on est tous actionnaires de notre boîte. Donc on a vraiment envie de faire attention à ce qu'on fait, mais voilà, c'est pas tellement le sujet, en fait, j'ai envie de dire. Ok. Non, mais en C'est pas un gros, vous sujet avez très réussi compliqué. à sortir de la discussion, peut-être qui est un peu stérile, mais qui est classique, d'un chiffre magique où il faut se cap, etc. Et c'est plus une discussion constante par rapport à l'ambition, à ce que vous délivrez, à ce que vous sentez les besoins. Oui, en Et fait, bah, c'est une chance, mais nos dirigeants s'intéressent à notre métier digital et IT. Donc, comme ils s'intéressent, derrière, ils regardent. En fait, la comparaison, elle n'est pas sur un KPI IT, enfin pourcentage au chiffre d'affaires, elle est sur qu'est-ce que font les concurrents et qu'est-ce que tu fais toi. Je veux dire, donc c'est voilà, moi l'expérience client que j'ai bah, aujourd'hui, il me challenge sur l'expérience client de Amazon en delivery, quoi. Voilà, je veux dire, ouais, là, ça va être chaud, ça va être chaud. bah, ouais, mais en fait, en C'est vérité, je c'est suis ça, content qu'on parle de ça parce que la vraie vie, elle est là. Au hein. final, le client, il s'en fout de combien j'ai de budget. Bien sûr. Ce qui compte, c'est que quand il commande un tournevis ou quand il commande une tondeuse, il l'a chez lui soit le lendemain, soit en quelques jours, et c'est tout. Et moi, mon job, c'est de faire en sorte d'être compétitif avec ça.
Donc, évidemment, notre stratégie, c'est pas d'être meilleur qu'Amazon sur ce point-là. Je pense qu'il y a plein d'autres points où on peut être meilleur qu'eux. Mais sur ce point de supply chain, c'est d'être voilà, ni plus cher, ni plus long. Ok. Et là, vous avez parlé des stars de dev. Ça, c'est pas mal. Et du coup, c'est le pain, ou dans tous les cas, un des enjeux de la transformation, c'est avoir à le faire avec les bonnes personnes, dans de bonnes conditions. Comment on les recrute, ces stars, comment on les garde et comment on est sexy par rapport à peut-être voilà, des nouvelles marques, des nouvelles sociétés qui peuvent représenter peut-être quelque chose de plus à la base moderne, différent, adapté, etc. Ouais, c'est le vrai challenge. C'est un vrai challenge parce que il y a plusieurs aspects. Déjà, effectivement, il y a le côté hype à bosser dans des startups. Ça, euh, Ça, je peux le comprendre. J'ai bossé dans une startup aussi ASF dans les années 2000. Donc, on faisait des sites web, on faisait du e-commerce tout au début de la bulle. C'était canon, hein. Je pense que c'est un parcours quand on est jeune diplômé qui est super et enfin, jeune diplômé ou même autodidacte, hein, peu importe, mais qui est super intéressant parce qu'il y a une énergie et on se prend pas la tête, il n'y a pas de frein, on peut tester plein de trucs, c'est cool. C'est souvent après, je pense que c'est pas les mêmes dimensions en fait. À un moment dans sa vie, soit on décide, enfin, soit on commence à regarder quel est le sens de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle offre comme valeur, voilà, comme sens pour la société, qu'est-ce qu'elle peut fournir comme service, comment elle traite plein d'aspects, hein, les carrières, les gens, l'environnement, ouais, tout ce qui représente son set de valeurs. Euh, et de plus en plus, en fait, on voit pas mal de mecs qui étaient dans des startups ou des grands groupes digitaux, bah, qui en sortent un peu en se disant, bon, ok, c'est bien, j'ai bossé comme un yinche pendant des années, c'est super bien, mais au final, je ne me retrouve plus dans les valeurs parce que ben, il y a un peu ce côté, t'es essoré pendant le temps que tu passes chez eux, puis voilà, dès que c'est fini, on ne te considère plus. Donc, nous, on cherche aussi à avoir des gens un peu fidèles avec des valeurs. Donc, c'est pas, j'ai pas besoin de construire une fusée SpaceX, hein, donc j'ai pas non plus besoin d'avoir les meilleurs du monde absolu. J'ai besoin d'avoir des gens très bons qui s'éclatent, mais qui ont surtout envie de bosser avec d'autres mecs sympas. À la base, à la base, je regarde avant tout ça, moi, d'avoir un esprit d'équipe, des mecs sympas, des mecs qui s'éclatent, pour finalement une marque qui est reconnue. On a été la marque préférée des Français cette année pour la première fois, donc on est super fiers. Mais voilà, il y a un terrain de jeu international sympa, il y a des problématiques sympas à développer, on a de la bonne tech, et c'est vrai qu'on ne met peut-être pas suffisamment en avant voilà, nos technos, ce qu'on fait en type de dev, quoi, l'environnement. C'est pour ça aussi que je parle avec toi aujourd'hui, c'est que tu as plein d'acteurs historiques et on est un peu tous mis dans le même sac. Ah bah voilà, les acteurs historiques versus les startups. Bon, moi, ça me fait un peu rigoler ça parce que voilà, on fait plein de trucs qui sont finalement dans les mêmes stacks techno que plein de startups et à une échelle de complexité qui est largement supérieure que plein de startups. Aujourd'hui, je regardais, tu vois, à titre d'exemple, j'étais en train de regarder ce matin, on fait 1500 mises en prod jour globalement sur les produits. Donc c'est pas mal. Tu vois, Ça commence à faire, ouais. ça commence à faire. Mais on est un des plus gros clients GCP en France, un des plus gros clients MongoDB, un des plus grands clients Kafka. Enfin, donc on fait plein de trucs sur des technos sympas. Donc l'idée demain, c'est peut-être de faire mieux comprendre ça. Et oui, on a créé une équipe de développeurs expérience, en fait, Ok. et même de communication corporate sur la partie digitale. Mais spécifiquement pour les devs et les techs, on a carrément une équipe qui s'occupe d'eux sur tout l'aspect. C'est-à-dire, non seulement on vous écoute sur comment vous bossez, sur ce qu'il faut changer dans les outils, sur les plateformes communes de dev. On a quand même, ouais, on a quand même pas mal d'exceptions aux règles
enfin, qui sont dédiées à la communauté tech parce que, ben, évidemment, aujourd'hui, elle a le vent en poupe et donc elle peut se permettre d'avoir des exceptions. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!